Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix d'ALRC. Donc, on continue notre série avec le 4e épisode et aujourd'hui, on change de côté. Depuis le début de cette série, on parle de candidature du point de vue candidat, mais aujourd'hui, je vous propose de vous asseoir de l'autre côté du bureau à la place du recruteur. Donc, je suis persuadée que c'est quelque chose qui va vraiment vous aider. Le fait de se mettre à la place du recruteur va vous permettre de comprendre certaines choses, comment un recruteur lit réellement un CV, comment est-ce qu'il sélectionne les profils, etc. Ce n'est pas un métier facile, je vous rassure. Donc, je vais commencer par casser une première idée. Non, le recruteur ne lit pas votre CV du début jusqu'à la fin, en fait. C'est vrai que c'est frustrant. Je sais que vous passez des heures et des heures à le faire, mais malheureusement, il reçoit une centaine de candidatures et c'est compliqué de tout lire en détail. L'idée, c'est que ça prenne quelques secondes, voire quelques minutes. Avec l'expérience, avec du recul, un recruteur peut cibler directement, savoir déjà est-ce que c'est un CV intéressant ou pas. D'accord? Il a une sorte de détecteur, pas détecteur de mensonges, mais détecteur de cohérence, on va dire, qui va vraiment servir à sélectionner les candidats rapidement. Et donc, malheureusement, c'est la réalité. Je sais qu'on passe des heures et des heures à faire le CV, à préparer sa candidature, mais c'est une chose à savoir. Et c'est pour ça, en fait, il faut faire de ça une force. C'est qu'il faut que le CV soit vraiment lisible visuellement. Qu'on ait directement les mots-clés. C'est pour ça que à chaque fois, je conseille les personnes que j'accompagne de mettre en gras certains mots-clés qui sont dans le corps du CV. Pas besoin de lister uniquement les compétences dans une partie compétences, mais aussi il faut les mettre en gras et ça va permettre de lire rapidement, d'absorber l'information très rapidement par le recruteur. Donc avec ça, il va faire son premier tri. Pendant ce premier tri, il ne se pose pas la question est-ce que c'est le meilleur candidat? Il se dit déjà est-ce que j'ai envie de continuer à lire? Est-ce que c'est un profil intéressant? Et ça change tout. C'est-à-dire que le meilleur candidat n'est pas sélectionné juste avec le CV, hein, je vous rassure. Il y a l'entretien, c'est pour ça qu'il y a plusieurs étapes parce que c'est important en fait d'avoir parfois plusieurs avis. Si on parle de CRO par exemple, il y a une partie RH où le recruteur va voir comment vous parlez, comment vous vous présentez, etc. Et ensuite, même si la personne n'a pas forcément beaucoup de connaissances en recherche clinique, mais elle est vraiment chargée de recrutement, donc elle sait ce qu'elle fait. Et ensuite, si vous passez ce test-là, vous passez, et c'est bon signe, vous passez avec le hiring manager. Maintenant, dans les hôpitaux, c'est différent. C'est-à-dire qu'on a, généralement soit le chef de projet ou le coordinateur des études cliniques et cetera, qui vont faire, le recrutement avec les moyens du bord. Donc ils sont pas spécialisés dans ça. Ils sont aussi, ils savent en fait ce qu'ils cherchent, donc ils sont aussi, experts, dans ce domaine-là, même s'ils ne sont pas chargés de recrutement. Mais je pense qu'à partir du moment où on connaît les besoins, de l'équipe, et donc quel projet et cetera, bah, on sait aussi comment former. Heu, c'est bon, on n'a pas besoin d'être chargé de recrutement pour recruter à un moment donné. Donc c'est juste 2. Je vous parle de ça, c'est pour vous dire que c'est 2 process complètement différents. Et il faut prendre en compte, ça parce que, la démarche et la préparation est complètement différente. Donc ici, l'objectif, c'est pas de raconter toute la carrière, dans le CV, comme je disais dans les, précédents, épisodes. C'est vraiment de donner envie aux recruteurs de passer, 30 secondes, de plus sur votre candidature et de vous appeler pour un entretien, tout simplement. Ce qui peut être éliminatoire aussi, c'est que si la personne vous appelle et que, vous n'êtes pas professionnel, vous ne répondez pas bien, enfin je ne sais pas, il y a le feeling qui passe pas, ça peut être éliminatoire, tout simplement. Maintenant, ça dépend du recruteur aussi.
Alors, deuxième des choses, imaginez que vous regardez une série, d'accord, sur Netflix ou peu importe. Vous lancez le premier épisode. Au bout de 2 minutes, vous savez si vous voulez continuer ou pas. Ça dépend des personnes. Personnellement, je fais partie des personnes qui donnent une chance aux séries, c'est-à-dire que j'attends. Je suis un petit peu patiente. J'attends, je me dis bon, premier épisode, bof, peut-être que ça va démarrer au deuxième ou troisième. Mais du coup, au bout de 2 voire 3 épisodes, si c'est nul, c'est nul. Sauf si c'est archi nul, dans ce cas-là, je passe à autre chose rapidement. Et c'est vrai que c'est la même chose pour les CV. Ça, c'est juste pour schématiser, j'essaie de simplifier, un peu vulgariser le process. Mais c'est à peu près ça. Donc, sinon, si la série n'est pas intéressante, on passe à autre chose. C'est la même chose pour le CV. Pour le recruteur, il faut aussi que, encore une fois, que l'information soit claire. Il faut pas qu'il passe des heures à chercher. D'accord? L'idée, c'est vraiment d'être vraiment très clair. Il va pas deviner, il va pas, voilà, il a une centaine de candidatures, hein. Vous n'êtes pas le seul à envoyer. C'est bien d'être parmi les premiers. Je pense que ça, on va en parler. C'est un petit peu difficile de savoir en fait si on est le premier à candidater ou pas, mais voilà. Vous voyez les offres d'emploi par exemple sur LinkedIn, on voit le nombre de personnes qui ont candidaté. À un moment donné, même si la candidature elle est encore ouverte, ils peuvent ne pas regarder tous les CV parce que ils ont reçu tellement que ils se disent ok stop, à partir de 150 CV reçus ou à partir de 50 CV reçus, je ne vois rien. Et surtout que vous pouvez avoir parmi les premiers CV déjà des candidats qui sont très intéressants, donc ils peuvent ne pas aller très loin. Donc malheureusement, c'est une autre réalité, c'est que votre candidature peut même pas être lue et parfois c'est pour ça que vous n'avez pas de réponse. Pareil, ils essayent, il y en a ceux vraiment qui essayent de répondre, mais c'est vraiment difficile en fait de répondre à tout le monde à chaque fois, sachant que même si on parle de boîtes de recrutement par exemple, si toujours côté privé, ils n'ont pas un seul client mais plusieurs. Leurs clients par exemple c'est les boîtes pharma, les CRO, etc. Donc généralement c'est life science de manière générale. Et ça prend énormément de temps de répondre à tout le monde et c'est vrai que c'est frustrant pour les candidats, mais c'est comme ça. Je ne sais pas, vous me dites ce que vous en pensez, mais moi je préférerais ne pas avoir de réponse qu'avoir une réponse automatique, sans savoir pourquoi. Parce qu'en fait, quand tu poses la question de OK, mais pourquoi? Tu personne qui répond parce que c'est une réponse automatique. Je sais pas. Après, vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez une réponse automatique d'un robot qui dit voilà, malheureusement, votre candidature n'a pas été retenue, ou est-ce que vous préférez plutôt une non-réponse? Je sais pas. Alors, autre chose, posez-vous aussi la question en préparant le CV de si un recruteur ne devait retenir qu'une seule chose de votre CV, qu'est-ce que vous aimeriez que ça soit? Est-ce que c'est votre expertise dans une aire thérapeutique spécifique, une expérience hospitalière, capacité à coordonner plusieurs centres, plusieurs projets, etc., des connaissances sur des dispositifs médicaux, des choses comme ça, je ne sais pas. Je vous dis un exemple. Imaginez qu'un recruteur cherche quelqu'un qui a déjà de l'expérience dans les dispositifs médicaux. Il est clair que même si l'expérience est minime que vous avez, il est clair que vous allez la mettre en avant. Je ne dis pas que les autres vont être mises de côté, mais vous allez balayer l'information. Par contre, vous allez vous concentrer et donner un petit peu plus de métriques sur ce qui concerne cette thématique-là qui intéresse le recruteur. En fait, il faut s'adapter à chaque fois. Et l'objectif, c'est d'être mémorable, tout simplement. L'idée n'est pas de chercher à impressionner le recruteur, d'accord? C'est vraiment chercher à lui faciliter la vie, un CV facile à comprendre, pas besoin de colorer, machin, etc. Ça peut être simple et très attractif, il n'y a pas de souci. Maintenant, je sais que vous utilisez quasiment tous l'IA. J'avais fait un sondage récemment sur LinkedIn et je sais qu'il y en a plusieurs qui l'utilisent.
J'avoue que c'est une bonne idée, en fait, pour se faciliter la tâche parce que parfois on ne sait pas trop comment tourner les choses, surtout lorsqu'on débute en recherche clinique. Dans le sens où, on se retrouve à chercher les compétences transférables et parfois on sait pas en fait, en l'absence d'expérience en recherche clinique, c'est vraiment compliqué de parler de compétences transférables parce qu'on connaît pas le terrain. On connaît pas vraiment les coulisses, on découvre et donc voilà. C'est un exercice assez difficile. C'est beaucoup plus facile lorsqu'on cherche un poste parce qu'on connaît déjà. Et dans ce cas-là, oui, l'IA facilite vraiment les choses, mais il faut faire vraiment attention au copier-coller, de prendre les choses telles qu'elles sont, parce qu'en fait, parfois, ça modifie. Quand c'est un mauvais prompt, ça peut modifier le sens, etc. Bon, on pourra en parler plus en détail. Vous me dites si ça vous intéresse, mais voilà, c'est une bonne idée, mais il faut savoir relire son CV. Et c'est pour ça que je parle de stratégie et je parle de ça aussi dans mon livre, Candidater autrement en recherche clinique. C'est que, il ne suffit pas juste d'optimiser, OK, aujourd'hui il y a l'IA et cetera, être bête et discipliné, faire du copier-coller. Il faut savoir relire l'IA justement et pour savoir la relire, il faut, comprendre en fait ce qu'on fait, quel est le message qu'on veut faire passer et cetera. Pour pouvoir mieux, l'aiguiller pour la préparation du CV. Donc voilà, tout ça pour dire qu'un recruteur, évidemment, il va pas lire, tout en détail. Il va, vraiment balayer votre CV, donc il faut être clair, il faut, aller droit au but. Dans votre message d'accompagnement, pareil, il faut pas, s'étaler, raconter sa vie ou, remettre la lettre de motivation dedans. Faire quelque chose vraiment d'attractif et voilà, vous proposer un rendez-vous. Oui, vous êtes dispo pour en discuter. Évidemment, un recruteur veut le beurre et l'argent du beurre. Il veut le meilleur profil, celui qui est expert, qui voilà, qui lui fait gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et c'est normal. Maintenant, il y a la réalité du terrain également pour les recruteurs, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup de candidatures. C'est assez compétitif en recherche clinique. Le marché du travail, je ne dirais pas qu'il est tendu, mais en fait, c'est des périodes où il est favorable. Là, par exemple, si je prends 2026, là, la moitié 2026, c'est vraiment euh, aléatoire. Je trouve que c'est vrai que 2025, c'était assez calme, mais là, on a un mois où il y a énormément d'offres. Le mois suivant, il y a rien, etc., etc. Et donc, il y a encore des offres, mais les recruteurs sont beaucoup plus exigeants parce qu'ils ont énormément de choix malheureusement. Et évidemment, le candidat a le droit de choisir quand il a de l'expérience, mais quand c'est un débutant, c'est un petit peu plus compliqué. Donc il y a aussi tout ce qui est évidemment maîtrise du sujet, hein, ça c'est clair, c'est fondamental. Mais moi je ne vous parle pas vraiment de cette partie opérationnelle et technique parce qu'il faut prouver savoir répondre aux questions et prouver que vous maîtrisez réellement quand vous avez de l'expérience en recherche clinique. Si vous êtes novice, eh bien montrer à travers vos expériences précédentes que vous êtes déjà euh, débrouillarde. Donc voilà, tout ça, en fait, le message que j'aimerais passer dans cet épisode, c'est que il faut cibler le message que vous voulez faire passer parce que le recruteur n'a pas le temps. En fait, il reçoit énormément de candidatures et donc il faut aller droit au but, tout simplement. Maintenant, dans les prochains épisodes, on va parler de détails, de tout ce qui est anglais en ce qui concerne les CRO, etc. N'hésitez pas à regarder si vous voulez un épisode plus complet à voir. Je vous mettrai en description hein, l'épisode avec la chargée de recrutement qui il a donné vraiment tous les tips concernant les candidatures et comment un recruteur réfléchit. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. C'est un épisode un petit peu plus complet, plus lent. Là, l'idée en fait de cette mini-série, c'est vraiment de vous donner des tips de manière très rapide et vous préparer à la rentrée. Maintenant, si vous l'écoutez à un autre moment que la rentrée, voilà, vous préparez à la suite de votre carrière, que vous cherchez un stage, une alternance, un poste, etc. En fait, ça va vous donner envie de réfléchir, de faire une vraie stratégie avant de commencer, ou du moins la faire parallèlement.
Donc, c'est la fin de cet épisode. Dans le prochain épisode, on va répondre à une question qui revient très, très, très souvent. Est-ce qu'il faut vraiment adapter son CV à chaque offre d'emploi ou pas? Donc, je vous donnerai mon avis et la méthode que j'utilise. Voilà. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.